Bonjour, bienvenue sur Le Monde Moderne, François Asselineau. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. On va faire un peu un tour d'horizon avec vous. Ça fait des années que vous défendez le Frexit, la sortie de l'Union européenne. Il y a une campagne des élections européennes qui arrivent. On voit aussi une construction européenne qui devient un peu folle avec Madame von der Leyen qui prend des allures de grande dirigeante de quelque chose qui n'existe pas ou va exister. Qu'est-ce qui est votre position actuellement aujourd'hui par rapport à ces élections européennes? Est-ce qu'il y aura une liste pour défendre le Frexit? Alors d'abord oui, ça je l'ai dit, mais je le confirme. Il y aura une liste que je mènerai personnellement sur ces élections européennes, comme on l'a fait d'ailleurs en 2014 et en 2019 et en 2024, ça sera donc la troisième fois. Ça sera une liste de combats. Une liste très ouverte, parce qu'il y a des gens qui pensent que l'UPR serait une espèce de tour d'ivoire. Pas du tout. Ça sera une liste très très ouverte avec beaucoup de gens, y compris des gens qui ne sont pas à l'UPR, qui seront sur cette liste. Et c'est une liste pour vraiment donner un grand coup de pied dans la fourmilière. Je voudrais dire à ce propos qu'on a un problème en France qui ne concerne pas que les Européennes, qui concerne de façon générale la politique. C'est que je vois autour de moi, et les sondages le montrent, une défiance extraordinaire des Français vis-à-vis de la classe politique française, où énormément de Français considèrent que tous les responsables politiques sont vérolés, sont corrompus, sont menteurs, etc., etc. Tout parti politique connu confondu. Et donc on voit constamment monter l'abstention qui atteint des sommets. On ne sait pas combien il y aura d'abstention aux européennes, mais il risque d'y avoir des abstentions considérables. Et au même moment, en même temps, les gens s'apprêtent à voter, comme à chaque fois, pour ceux qu'ils connaissent. Donc il ne faut pas vouloir une chose et son contraire. On ne peut pas avoir de la nouveauté et refuser quelque chose de nouveau. Donc je pense que les élections européennes, qui ne sont pas bien perçues d'ailleurs par la population française, qui ne comprend pas très bien à quoi ça sert, ils ont d'ailleurs raison, parce que ça ne sert en fait pas à grand-chose, le pouvoir propre du Parlement européen est assez faible, mais c'est quand même une caisse de résonance politique au niveau continental. Donc énormément de Français s'abstiennent, ou alors ils vont se dire on va voter le vote utile. Et je voudrais parler ici du vote utile, parce qu'on nous ressort encore le vote utile. Mais le vote, il est utile pour qui? Ça a servi à quoi? Pour les Français qui en ont assez de la situation, ça leur a servi à quoi de voter pour Mélenchon ou à la présidentielle, ou de voter pour Le Pen? En fait, le vote, il est utile il manque deux mots. C'est vote utile pour le système. Parce que quand on vote pour Mme Le Pen ou pour M. Mélenchon ou pour d'autres, en fait, on retombe toujours sur cette espèce d'attirance des Français pour une solution modérée, c'est-à-dire vers le centre. Donc je pense que les Européennes sont le moment idoine pour que les Français envoie un message, mais vraiment très fort, en disant on en a assez de tout ça, on balaye tout ça. Alors, je m'adresse ici en particulier par votre intermédiaire, notamment à tous les Français qui ne votent plus. Parce que quand vous allez, je n'ai pas regardé, mais aux européennes de 2019, il devait y avoir au moins 50% d'abstention, je crois, quelque chose comme ça. C'était le plus taux d'abstention, je crois, des européennes. Mais la question... Donc je termine, c'est simplement ces gens qui s'abstiennent, c'est eux qui doivent se mobiliser. Quel est le risque qu'ils courent à voter pour moi? Aucun. Quel est l'avantage qu'ils ont à avoir un message très fort? Parce que je peux vous dire une chose, c'est que vous savez bien que je suis totalement blacklisté des grands médias, alors que j'ai des scores vraiment considérables sur Internet. Donc on n'a jamais... à regarder dans les grandes démocraties, ça n'existe pas, ce truc. Je fais vraiment l'objet d'une fatwa, d'un objectif je suis banni des grands médias. Et les Français, ils ont un moyen formidable d'envoyer un message, c'est-à-dire la liste Asselineau, la liste UPR. Vous voulez pas la montrer? Vous voulez pas qu'on le connaisse? Eh bien, on va voter quand même pour lui. Voilà, c'est un pied de nez qu'ils feront à l'oligarchie. Parce que c'est vrai, vous êtes très peu invité, sauf quand vous avez réussi à avoir les parrainages pour l'élection présidentielle, où là, ils sont obligés. C'était il y a 6 ans. C'était il y a 6 ans. Les dernières présidentielles, vous n'avez pas eu d'ailleurs les 500 signatures. Donc on voit bien que déjà ce système-là rend difficile pour des petits candidats, comme ils sont appelés, ou des candidats hors système à rentrer dans le jeu. Pour les européennes, c'est plus facile. La question, c'est quel débat, quel vote. Je crois qu'il y a
aussi une sorte de schizophrénie au sein de la population française entre le vote volé de 2005 sur le traité européen, cette critique permanente des institutions européennes qui ne sont pas finalement vues en France comme dans d'autres pays européens comme le Graal de la liberté et du bien commun et du mieux social, bien au contraire, on en reparlera. Et dans les urnes, les résultats ne sont pas là. Le Frexit, c'est un mot qui fait encore peur. Parce qu'on se dit comment sortir de l'euro, est-ce que c'est possible aujourd'hui, comment sortir des traités européens, est-ce que la France ne serait pas alors un paria dans le concert des nations? On a le Brexit qui s'est passé, il n'y a pas eu les drames annoncés. Pourquoi le Frexit fait peur? Alors, s'agissant de la liste que je conduirai, bien sûr nous proposerons toujours la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, c'est ce qui fait notre ADN, comme on dit maintenant. Ça fait partie des statuts de ce mouvement que j'ai créé il y a 16 ans, primus inter pares, premier avant tous les autres, parce qu'il a fallu attendre plus de 10 ans pour que quelqu'un commence à s'inspirer de ce que nous faisons. Mais d'abord, premièrement, les parlementaires européens n'ont pas du tout le pouvoir de lancer un Frexit de quelque nature que ce soit. Bon, donc ceux qui ont peur... Oui, mais ça permet... je prends l'exemple de Nigel Farage, qui a été député européen pendant des années, qui lui a permis de porter cette idée du Brexit. Voilà, ça a duré 30 ans, Nigel Farage. Il a mis 30 ans. Donc moi, j'en suis à 16 ans, c'est absolument... donc les choses sont lentes. En politique, les choses sont lentes. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ça fait peur parce qu'en France, aucun débat n'est autorisé sur le Frexit. Aucun débat, jamais. Et seuls ceux qui annoncent les pires catastrophes ont le droit à la parole. D'ailleurs, sous forme d'articles coordonnés, où d'un seul coup on apprend, c'est la catastrophe. Il suffit par exemple qu'il y ait une grande grève au Royaume-Uni pour qu'on dise, regardez la catastrophe du Brexit, les gens se mordent les doigts d'avoir voté, etc. Il y a des gens qui sont convaincus, je le vois, j'ai été interrogé là-dessus, que la situation serait calamiteuse au Royaume-Uni en matière économique, sociale et financière, etc. Quand on prend les données ce que tout le monde peut faire, le taux de chômage en France a paraît-il, beaucoup baissé avec des artifices de présentation. Il paraît qu'on est aux alentours de 5,5-6% maintenant. Mais avec beaucoup de CDD, avec beaucoup d'auto-entrepreneurs, avec beaucoup de trucs comme ça, et beaucoup aussi d'exclusion des fichiers. Je rappelle qu'au Royaume-Uni, le taux de chômage actuellement est de 3,8%. En matière de taux de croissance, en 2022, la croissance britannique a été supérieure largement à la croissance française. En matière de déficit commercial, le Royaume-Uni a un déficit commercial important, de l'ordre de 100 milliards d'euros sur l'année. La France, elle a eu un déficit commercial 60% supérieur à 160 milliards d'euros. Donc quand vous prenez toute une série d'éléments, la situation au Royaume-Uni n'est pas extraordinaire, mais la situation en France est pire. Et puis fondamentalement, il y a quelque chose qui est très important à comprendre, c'est que si on propose le Frexit, de même que si des gens ont proposé le Brexit au Royaume-Uni, ça n'est pas pour des questions, j'allais dire, économiques à horizon d'1 ou 2 ans. C'est pour libérer un pays, c'est pour que le peuple français, comme le peuple britannique, retrouve son droit inaliénable à décider de son propre avenir. En fait, c'est pour redonner vie à la démocratie en France. Parce que si on reste dans l'Union européenne, les Français commencent à le voir d'ailleurs. C'est la dictature qui s'impose. Ça n'est plus c'est Mme von der Leyen qui dirige, et en fait, elle-même n'étant qu'une marionnette, c'est une oligarchie anonyme qui tire les ficelles. Et en fait, la France est en train de disparaître. Donc, il faut bien comprendre que le débat, c'est pas de savoir quelle va être l'évolution du taux d'inflation à horizon de 2 ans ou l'évolution des taux d'intérêt. Le débat, c'est est-ce que la France va rester la France ? France, ça veut dire le pays des hommes libres, ou bien est-ce que la France va disparaître dans ce magma sous domination germano-américaine que d'ailleurs Chirac dénonçait parfaitement en 1979. J'ai rappelé l'autre jour, dans une émission où j'étais invité, j'ai rappelé que en 1945, lorsqu'il y a eu la libération, les années qui ont suivi, on en parle, les Français ne le savent pas trop, mais les années 46, 47, 48, elles n'ont pas été rigolotes, ni en France, ni en Allemagne, ni en France, ni en Europe occidentale. C'est d'ailleurs le moment où il y a eu le plan Marshall. Il y avait, et les Français, les jeunes ne le savent pas forcément, les Français étaient avec des bons de rationnement, de quantité de choses, et les bons de rationnement ont été supprimés en décembre 1949. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre plus de 4 ans après la libération pour qu'on retrouve une économie à peu près normale. Est-ce que
est-ce que c'est un raisonnement qui invalide l'idée de s'être libéré du nazisme? Évidemment pas. Donc il faut voir que je n'ai jamais dit que sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN serait une vallée de roses. Il y aura sans doute des difficultés. Une des difficultés, c'est peut-être la sortie de l'euro, quoique tout est en place. Hein. On a une banque centrale qui le fera. Mais il faut savoir, est-ce que les Français vont comprendre, oui ou non, que le débat qui se pose à eux, c'est de savoir est-ce qu'ils vont rester un peuple libre ou asservi. Voilà, les gens qui me disent « mais qu'est-ce qui va se passer si on sort ?» Ça me fait penser à une mère abusive qui dirait à son garçon ou à sa fille qui a 20 ans, 22 ans, qui vient voir maman, et dire « bon, j'ai une copine ou j'ai un copain, je vais aller m'installer, on loue un studio ». Et la mère qui dirait « mais tu te rends compte comment tu vas faire ta lessive, comment tu vas te nourrir, tu n'es même pas capable de nettoyer ta chambre ». Bon, et c'est pas pour autant qu'on va rester chez papa-maman jusqu'à 90 ans. Donc il faut bien comprendre qu'il s'agit, et c'est vraiment important, que les Français se redressent, redressez-vous, disait De Gaulle, se redressent et comprennent que c'est à eux maintenant de diriger leur propre pays. Mais malgré nombreuses preuves des limites, l'inflation incontrôlable, l'euro qui est une monnaie difficile à tenir, puisque les disparités d'inflation dans la zone euro font que ça devient quasiment impossible. La guerre, l'Europe qui protège de la guerre, or l'Europe est devenue une fabrique d'armes pour l'Ukraine et pour l'OTAN en général. Et puis les promesses sociales qui sont finalement dérégulation, privatisation et libéralisation de tous les secteurs, y compris des secteurs clés stratégiques comme l'énergie, où la France reste le pays où l'essence est la plus chère, le seul pays après les différentes mesures, et où l'électricité, là c'est le pire, est la plus chère alors qu'on a un parc nucléaire sans équivalent en Europe. Malgré toutes ces preuves, on a une caste, une élite autoproclamée qui continue de vanter les louanges de cette Union européenne, de dire qu'il n'y a pas d'autre alternative, que c'est formidable, qu'il faut continuer et qu'il y a même une souveraineté européenne. Alors, est-ce que ce terme souveraineté européenne vous fait saigner les oreilles? Qu'est-ce qu'il veut dire? Et pourquoi, finalement, de l'ENA jusqu'à tous les cabinets ministériels, on a affaire à des gens qui pensent que c'est la seule façon de faire et qui n'envisagent pas un autre monde que celui de cette intégration technocratique gérée par l'Allemagne et les États-Unis et Bruxelles? Fondamentalement, je pense parce que la classe politique est devenue une classe assez médiocre et constituée de lâches. Des gens qui ont fait le choix de l'Europe. Dans les années 70, il y avait la menace, enfin perçue en tout cas par une partie de l'opinion comme ça, du programme commun de la gauche. Parce qu'il y avait l'alliance entre le Parti socialiste et le Parti communiste. À l'époque, on avait encore l'URSS. Et le programme commun de la gauche de 72 faisait frémir un peu la bourgeoisie française. Oui, donc, il y a beaucoup peur des chars russes d'ailleurs, c'était drôle, dans les années 70, le mot droite n'existait pas. Il y avait la majorité et la gauche. Bon, il a fallu attendre le 10 mai 1981, 20h30 pour qu'on entende à la télévision française le mot droite. Donc, on n'osait pas parler de la droite. L'extrême droite n'existait pas. C'est Mitterrand qui a lancé le Front National en 1984 avec Michel Charasse, en donnant accès à l'émission L'Heure de Vérité avec Pierre-Henri de Virieu pendant plus d'une heure et demie en prime time. Vous avez vu M. Jean-Marie Le Pen qui a été boosté par Mitterrand pour essayer de fracturer la droite française. Et donc, si vous étiez un jeune ambitieux de droite dans les années 70, vous combattiez la gauche, mais pour ne pas paraître ringard, il fallait être pro-européen. Vous avez toute une série de gens comme ça qui ont été obligés de se proclamer pro-européens. Je pense des gens qui venaient de l'extrême droite comme Madelin, Gérard Longuet, etc. Le Parti républicain. Et puis tout ce petit monde s'est proclamé européen, pro-européen. Il y avait donc deux pôles de résistance sur la scène politique française. C'était le Parti communiste français d'un côté, qui était carrément très, très critique et même anti-européen. Et puis les gaullistes devenus RPR avec Chirac. Et les élections européennes de 1979, si vous reprenez les analyses, les professions de foi qui étaient faites par le RPR d'un côté et le Parti communiste français de l'autre, c'est pas loin de ce que je dis. Hein. Vous avez des propos quand même tout à fait, des analyses très très sévères en disant Chirac dénonçant publiquement sous les hurrahs de la foule cette Europe mollusque, l'Europe fédérale sans rivage, sous domination germano-américaine, et c'est ce que disaient également les communistes. Et puis, dans les années 80,
il y a eu une espèce de... je ne sais pas comment ça s'est passé. Je pense que le fait de lancer le Front National a été une idée assez géniale de Mitterrand et Charras. Ça a diabolisé le drapeau bleu-blanc-rouge. Voilà. On a fait croire aux Français que bleu-blanc-rouge égale un monsieur qui diffusait, qui avait une collection de disques pour diffuser des chansons du Troisième Reich. C'était Jean-Marie Le Pen. Il avait créé un parti avec un ancien Eva Fenessès, etc. Donc on a mis dans la tête des Français, et ça a continué à peu près jusque... Depuis quelques années, ça s'est atténué avec l'arrivée de Madame Le Pen, mais ça a été ce qu'on appelle le mauvais objet en psychanalyse, c'est-à-dire s'il y a un sujet dont on ne veut pas parler, on le fait porter par le loup-garou, c'est-à-dire par le Front National. Donc Chirac a viré sa cutie, si l'on peut dire, en devenant Premier ministre en 1986 et en avalisant l'acte unique de 86, qui était les prémices du traité de Maastricht, et ensuite en appelant à voter oui au traité de Maastricht en 1992. Donc Chirac, pour sa carrière personnelle, a décidé de brader ce qui faisait le fond de l'héritage du gaullisme, en le laissant un peu en déshérence et certains morceaux repris par l'extrême droite de Jean-Marie Le Pen. Et ça, c'est très important à comprendre. Donc du coup, on a pestiféré les idées d'indépendance, de souveraineté nationale dans tout l'éventail de droite. Quant à la gauche, l'effondrement du communisme donc, de 89 à 91 a, comme on pourrait dire, tétanisé le Parti communiste, qui s'est mis au goût du jour. Je rappelle que c'est un peu l'époque où Robert Rue fait des défilés de mode à la place du colonel Fabien avec Prada. Enfin, vous vous rappelez des trucs comme ça. C'est le début de l'ouverture. Voilà, c'est l'ouverture. Et donc on a l'impression que les communistes français étaient un peu perdus. Et eux aussi ont fait leur aggiornamento. Ils sont devenus pro-européens. Donc du coup, sur l'ensemble de la scène politique française, tous les partis politiques sont devenus pro-européens. Et en précisant bien quelque chose d'important, c'est que ça concerne aussi l'extrême gauche et l'extrême droite. Parce que si vous regardez à la loupe les programmes, par exemple, de lutte ouvrière, ou du nouveau parti anticapitaliste, ou si vous regardez à la loupe toutes les professions de foi du Front National, aucun de ces partis eux-mêmes ne proposait de sortir de l'Union européenne. Ils proposent d'avoir une Europe des travailleurs, une Europe des nations, une Europe... Mais ça, j'invite tout le monde, les gens qui doutent de ce que je dis, ils peuvent trouver sur Internet les scans des professions de foi des européennes depuis et des affiches. Vous verrez par exemple que le Front National de Jean-Marie Le Pen n'a jamais proposé de sortir de l'Union européenne. Et ça va même plus loin, c'est que les analyses que je fais sur cette Europe germano-américaine que le Parti communiste français dénonçait au moment de la CED, la Communauté européenne de défense de 1954, le Parti communiste disait « Nous refusons une armée européenne dirigée par des généraux hitlériens ». Et il le disait de façon tout à fait exacte, puisque les Américains voulaient recycler des dirigeants, des généraux hitlériens dans l'OTAN, ce qui a d'ailleurs été le cas. Le discours que tient Chirac en 1979, qui s'inspire des conseils de Pierre Juillet, qui dénonçait aussi cette machination germano-américaine, dans les années 90, c'est devenu tabou. C'est d'ailleurs le moment où a commencé à se développer une espèce de société nouvelle dans laquelle nous sommes, qui est une société de la menace et de l'intimidation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut avoir un caractère solidement trempé, je crois que j'en ai un, résistant, têtu comme une mule, je pense que je le suis, j'ai du sang breton, il paraît qu'on est un peu têtu, mais c'est adouci par d'autres, hein. J'ai du sang aussi du centre de la France, alors ça c'est plus nuancé. Mais il faut avoir vraiment une forte personnalité pour résister à ce climat d'oppression mentale, douce, mais très très présente, qui fait que si jamais vous commencez à dénoncer la mainmise des États-Unis sur la construction européenne, et je l'ai vu en 2017, puis c'est comme ça que j'ai été accueilli par Gilles Boulot sur TF1, qui m'a traité de conspirationniste, il y a ce fameux mot, conspirationniste, qui permet de jeter une espèce d'interdit, hein, on fulmine une excommunication, on disait sous la papauté, ou une fatwa, comme on dit dans le monde musulman, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dites quelque chose comme ça, on joue le réflexe grégaire de la population pour ricaner. On en arrive donc à cette situation d'aujourd'hui
où vous avez, je l'ai déjà dit et je le redis, je considère personnellement qu'on devrait suivre le conseil de Gaulle qui disait qu'il faut savoir nommer l'ennemi. Or, notre principal adversaire aujourd'hui, ça n'est pas la Russie. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait de mal, la Russie, honnêtement, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait de mal, concrètement? Nos valeurs. Avec l'Ukraine, ils attaquent nos valeurs. Les valeurs de l'Ukraine. Bon, qu'est-ce qu'ils nous ont fait de mal? Et c'est la Chine. Qu'est-ce que la Chine nous a fait de mal? Alors, que l'on trouve que les régimes en Russie ou en Chine ne sont pas à notre goût, etc., ça c'est une autre question. Enfin, les régimes en Arabie Saoudite, au Bahreïn, etc., c'est pas forcément à notre goût non plus. Mais ça, on n'en parle pas parce que c'est donc le SAM qui les pilote. Mais concrètement, c'est pas qui torpille nos intérêts dans tous les domaines? C'est bien les États-Unis d'Amérique. Or, aujourd'hui, sur la scène politique française, vous ne trouverez pas un chat. Il n'y a que moi, finalement, qui le dit, qui va dire ce que disait De Gaulle. J'aimerais revenir là-dessus parce que vous avez été un des premiers, d'ailleurs, responsables politiques à recevoir le sceau de la famille du conspirationnisme, avant que ça devienne quasiment un secteur de l'économie médiatique. La chasse aux conspi. La chape de plomb n'a fait que s'amplifier. On a l'affaire du fonds Marianne, qui montre que l'État finance des officines politiques via des fonds publics pour des buts politiques, et certainement pas ceux de prévention de la radicalisation ou de la mémoire de Samuel Paty. On a évidemment cette question de l'inféodisation aux intérêts américains, qui n'a fait que s'amplifier. Et il y a des commissions d'enquête qui se mettent en place au niveau européen, au niveau français, sur les ingérences étrangères. Il y a Benjamin Haddad, qui lui faisait partie d'un think tank américain très bien connu, qui est maintenant député macroniste, qui pilote un de ceux-là. Et puis, vous avez Raphaël Glucksmann aussi, qui se penche sur les ingérences étrangères. Jamais dans ces commissions n'est réellement étudié l'influence américaine. Jamais. Oui, c'est ce que les Anglais, ils ont une jolie expression pour ça, ça s'appelle l'éléphant dans le couloir ou dans le salon. C'est-à-dire que le truc le plus béant, on n'en parle jamais. C'est-à-dire qu'effectivement, M. Raphaël Glucksmann, dont je rappelle quand même qu'il a fricoté avec des gens peu recommandables, notamment lorsqu'il était en Géorgie, bien sûr. Avec l'ancien président qui après est en Ukraine, puis maintenant qui est sous les verrous. Raphaël Glucksmann, c'est quand même quelqu'un qui est très, 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 très proche des intérêts américains. J'en dis pas davantage. On a en France toute une classe politique française qui a été... Alors, soit il y en a qui sont carrément des agents de la CIA, mais ça, c'est pas marqué sur leur front, mais enfin, on peut l'anticiper. Je rappelle quand même que c'était le directeur de cabinet de Mitterrand qui avait dit que Edoui Plenel était un agent de la CIA. C'est au moment des écoutes de l'Élysée. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette anecdote. Bon, il y avait eu des vagues protestations, des vagues grognements, mais c'était quand même le directeur de cabinet de Mitterrand lui-même. Bon, la CIA, on sait qu'elle emploie à peu près, je crois, 100 000 agents dans le monde. Si c'est au prorata du pourcentage du PIB, ça veut dire que la CIA emploierait à peu près 4 à 5 000 agents en France. Alors, je vais vous faire un secret, je ne pense pas que la majorité des agents de la CIA soient sur le plateau du Larzac ou au fin fond de la Lozère. Je pense qu'il y a une grande majorité qui doit se trouver à l'intérieur du périphérique parisien. Alors, sans aller jusqu'à ça, mais en tout cas, c'est important. Parce qu'à en croire tous les Rudi Reichstadt, Julien Pain, Tristan Mendès France, tous ces gens qui ricanent, c'est comme, si vous voulez, le nuage de Tchernobyl qu'avait évité la France. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les activités de la communauté du renseignement américain, CIA, NSA, etc., plus de toutes les officines, tous les think tanks, style Atlantic Council, on a l'impression que ça n'existe pas. Et que c'est normal, ça fait partie de l'attirail démocratique. Et voilà, c'est normal. Quand on remarque également les activités de la French American Foundation en France, mais aussi de l'Italian American Foundation, parce que Mme Meloni, je crois, a fait l'Italian American Foundation, quand on remarque que M. Hollande est un ancien de la French American Foundation, tout comme M. Macron, tout comme l'est, je crois, Valérie Pécresse, tout comme l'est Édouard Philippe, etc., quand on trouve que c'est quand même un petit peu bizarre, on se fait traiter évidemment de complotiste parce que c'est l'interdiction de raisonner, de réfléchir. Bon. Mais si ces trucs existent, c'est pas pour rien. Mais ce qui est plus scandaleux, c'est que vous avez des leaders qui avouent avoir été mis sur écoute par la NSA, le service de renseignement américain, leaders européens, Mme Merkel, c'est François Fillon qui en parlait, M. Sarkozy. Rien ne se passe diplomatiquement parlant. Alors... On peut, si vous voulez, il y a un lent dégradé de ces évolutions.
Dans les années 60, Charles de Gaulle dit leur fait aux États-Unis d'Amérique. Il avait cette phrase célèbre qu'il a dit comment dirais-je, à Alain Perfit, enfin célèbre, c'est moi qui l'ai rendu célèbre. Il a dit il faut regarder les Américains droit dans les yeux, ils finissent par s'y faire. De Gaulle, il n'y allait pas avec le dos de la cuillère. Hein. Il a quand même annoncé et fait la conversion des dollars possédés par la France en or. Il a envoyé la Marine nationale pour aller chercher au large de New York des lingots d'or contre des billets en papier. Ce n'est pas pour rien, sans doute, dans les événements qui ont suivi, parce qu'on est à peu près certain que mai 68 a été en partie attisé par les activités des services américains. De Gaulle, il a fermé les bases militaires américaines en 1966 en France. Enfin, c'était du sérieux. Hein. Et en 1966, je me permets de signaler que De Gaulle avait 76 ans. Hein. C'est-à-dire, voilà un homme qui, aujourd'hui, on dirait que c'est une vieille barbe. Non, non. 76 ans, c'est l'âge d'ailleurs des grands dirigeants de la planète, un petit peu plus. Hein. C'est l'âge de Poutine qui en a 70, de Xi Jinping qui en a 70, d'Erdogan qui en a 70, de Modi qui en a 72, etc. etc. C'est l'âge aussi d'ailleurs des grands dirigeants de l'oligarchie. Klaus Schwab, lui, il en a 76. Georges Soros en a 92. Hein. Donc ce sont des gens qui ont beaucoup d'expérience. Ce n'est pas des petits jeunes. Hein. Ce n'est pas les 30, 40 ans qu'on envoie à la tête des dirigeants. J'ai fait une vidéo là-dessus, justement, sur ce sujet. J'ai attiré l'attention des Français sur le fait qu'il y a une anomalie historique et géographique, c'est que dans tous les pays sous domination américaine, on a des dirigeants qui n'ont aucune expérience, en fait. Du marketing politique. Voilà, Macron est arrivé au pouvoir, il n'avait aucune expérience, toute une série de bêtises, ça, on le voit. Voilà. Et quand je vois maintenant qu'on nous sort des Gabriel Attal ou des Bardella, 27 ans, il y a un truc qui ne va pas. Quoi. On ne peut pas avoir un président de la République de 28 ans. Ou alors bientôt, ça sera des 18 ans. On va nous proposer aussi M. Boyard de LFI. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui tirent les ficelles s'amusent en fait à balancer devant la population hébétée des gens qui n'ont aucune expérience. Face au monde qui est là, on doit avoir une très forte expérience. Mais pour en revenir à votre question de départ, je pense que De Gaulle donc, s'opposait aux États-Unis dans les années 60. Mitterrand, je rappelle quand même qu'en 1993, sauf erreur de ma part, pendant la cohabitation, Mitterrand et Charles Pasqua, qui était ministre de l'Intérieur, avaient considéré persona non grata une quarantaine de personnes de l'ambassade des États-Unis en France. Ça avait fait un scandale en disant que c'était des gens qui étaient des espions. Ça avait fait quand même... Bon, alors évidemment, la presse française... Enfin, certains pans de la presse française qui sont des intérêts atlantistes avaient protesté, etc. Mais ça veut dire que Mitterrand, en 1993, avait encore les attributs naturels nécessaires pour faire ça. Mais depuis lors, qu'est-ce que vous voulez? Le dernier moment, finalement, de ça a été le discours de Villepin à l'ONU en 2003 pour la guerre. Le baroud d'honneur, en fait. Après ça, c'est fini. Voilà. Nicolas Sarkozy réintègre le commandement intégré de l'OTAN. Donc on a maintenant, il y a une césure qui s'est produite, je pense réellement, avec la fin de Chirac. Chirac qui pourtant, comme je le disais tout à l'heure, a trahi le gaullisme en acceptant de Maastricht. Si Maastricht a été voté avec tout ce qui s'ensuit, l'Union européenne, la politique ultralibérale, l'euro, la politique étrangère sous domination de l'OTAN. Tout ça, c'est le fruit vénéneux du traité de Maastricht. Je rappelle que si les Français ont voté à Maastricht à 51%, dans des conditions de propagande énormes, que Serge Halimi avait d'ailleurs souligné dans un livre vraiment très très bien qui s'appelle « Les nouveaux chiens de garde », je rappelle que si les Français ont voté ça, il y a deux responsables, entre autres, mais deux responsables qui auraient pu faire basculer le scrutin. Le premier, c'est Chirac. Parce que Chirac, s'il avait dit qu'il fallait voter non, comme il aurait dû le faire, c'était non. C'était non. Bon. Et la deuxième personne dont on ne parle pas assez, c'est Arlette Laguille, qui représentait 5% des suffrages et qui avait appelé à l'abstention. Parce que si elle avait appelé à voter non, c'est quand même le traité de Maastricht, c'est une arme contre les travailleurs. Ah oui, c'était incroyable. Oui, oui. Eh bien, madame, lutte ouvrière, il y aurait donc aussi beaucoup à creuser du côté de lutte ouvrière. Elle avait appelé à l'abstention. C'est quand même incroyable. Et donc, c'est à cause d'eux qu'on a eu cette affaire. Aujourd'hui, quand on voit le paysage international de ces young leaders devenus présidents, responsables, est-ce qu'on peut faire le constat que les États-Unis ont gagné? Alors oui, je pense qu'ils ont
en partie gagné, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à mettre la main sur le continent européen, à peu près. Il y a des soubresauts un peu, vous savez, c'est comme une bête qui est prise dans un filet, ou des poissons dans un filet, donc il y en a quelques-uns qui bougent encore. Ceux qui bougent un peu encore, c'est en Pologne, c'est en Hongrie, etc. Mais enfin, en France, ils ont réussi, me semble-t-il, à domestiquer la scène politique française. Ils ont réussi à mettre sous terreur. Terreur, ce mot est peut-être un peu fort, mais c'est quand même ça. Non, je crois qu'il est... Vous savez très bien, il y a beaucoup de... Je connais des gens, des responsables politiques dans des grands partis. Il y en a qui disent... je ne vais pas donner de nom, mais j'en connais qui disent « Oui, Asselineau a raison, mais... il n'arrivera jamais à rien parce que moi, je ne veux pas subir son sort, c'est-à-dire totalement blacklisté. Voilà, on en est là. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que les Français qui m'écoutent, ils comprennent que le fait que je sois blacklisté est une espèce de certificat ISO 9000, je ne sais pas combien, que ce que je dis est vrai et que je m'attaque au vrai sujet. Et donc les autres partis politiques sont tous passés... voilà, ils sont devenus, c'est la répression. Périphériques. Moi, ce qui me choque actuellement, quand vous parlez de la stratégie de la terreur, ça va au-delà. La guerre en Ukraine est là aussi pour créer de la sidération, la stratégie du choc, toujours. Hein, souder les pays européens derrière les valeurs communes, qui sont l'état de droit qui est bafoué assez souvent. On le voit avec l'interdiction de manifester ici en France avec Emmanuel Macron, ce genre de choses. Mais ça marche, ça continue, il y a cette sidération-là, et on voit qu'au sein des différents salles de délibération, Sénat et Assemblée nationale, c'est main sur le cœur que tous sont d'accord pour continuer à financer une guerre qui n'est pas la nôtre, et alors qu'il n'y a pas eu de délibération sur cette façon de faire. Et un chef d'État qui est dangereux, puisqu'il a partagé des discussions diplomatiques privées sur, je crois que c'était sa chaîne YouTube ou sur un reportage télé, où on ne sait pas vraiment où il va. Et là, on se dit, mais comment on en est arrivé là? Donc c'est là où ma question était, les États-Unis ont-ils gagné? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter le pire? Parce que si on continue cette logique, ça veut dire que par le jeu d'alliance, on ira au-delà et une guerre mondiale est tout à fait possible. Oui, je renvoie vos auditeurs qui sont intéressés. J'avais fait une conférence le 11 novembre 2018 au Café du Croissant, rue du Faubourg Montmartre à Paris, là même où a été assassiné Jaurès en juillet 1914. J'avais fait une conférence pour expliquer qu'on allait vers la guerre et qu'on est en train de reconstituer les mêmes structures que ce qui nous ont mené à la guerre de 14. Sauf que les jeux d'alliance automatiques qui nous ont mené à la guerre de 14, parce que s'il y a eu la guerre de 14, c'est parce qu'on avait des alliances automatiques que dénonçait Jaurès entre le Royaume-Uni, la France, la Serbie et la Russie, contre les empires centraux qui étaient l'empire austro-hongrois et l'empire wilhelminien. Maintenant, si vous considérez que le jeu d'alliance automatique, c'est à l'intérieur de l'OTAN contre les empires que sont la Russie, la Chine et éventuellement le monde arabo-musulman, vous avez exactement les mêmes schémas. Et de même que Jaurès disait qu'il fallait arrêter tout ça, je dis ça fait des années que je dis que l'Union européenne, c'est la guerre. Donc effectivement, pour répondre à votre question, les États-Unis ont réussi à coloniser, en fait. Coloniser, nous sommes une colonie américaine, avec, comme le font les anglo-saxons, on maintient les oripeaux du pouvoir. C'est un grand classique d'avoir des fantoches. Lorsque les Anglais ont conquis le plateau du Décan en Inde, il y avait par exemple le Maharaja de Gwalior, ou le Maharaja je ne sais plus d'où, qui avait le droit, une fois par an, de sortir de son palais avec ses gardes enturbanés sur des chevaux, et puis il revenait, et puis voilà. Donc, mais en fait, le pouvoir avait disparu. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que les Américains ont réussi à mettre sous domination le continent européen. Ça a atteint d'ailleurs des sommets, puisque sur l'affaire, par exemple, gravissime de la destruction du gazoduc Nord Stream, je dis gravissime parce que ça a un impact sur notre économie, sur l'économie du continent européen, et qu'on n'a pas fini de mesurer. Vous le disiez tout à l'heure, on a notre énergie maintenant, qui est quand même une des plus chères du monde. Bon, ni le chancelier Scholz, ni Macron n'ont osé demander des comptes
à l'ONU. Il y a eu une demande d'enquête internationale faite par la Chine et la Russie, ce qui est quand même un comble, qui n'a pas été soutenue par la France et l'Allemagne, non plus que par le Royaume-Uni, alors même que nous y avons des intérêts directs, puisque 10% du gazoduc est possédé par Engie, donc par la France, 20% par l'Allemagne, 10% par la Shell, donc par le Royaume-Uni. On n'a même pas eu ça. C'est même encore pire. Il n'y a même pas un seul journaliste français qui a demandé à Macron qu'est-ce qu'il pensait des révélations de Seymour Hersh. Donc vous voyez à quel point nous sommes sous une chape de plomb, ce qui fait que nous avons une classe politique d'une extraordinaire lâcheté qui préfère faire sa carrière politique. Par exemple, Bardella au Front National, il n'est pas patriote, il est bardélien. Lui, ce qu'il veut, c'est faire plaisir à papa-maman pour qu'un jour on dise qu'il est à l'Élysée. Il est prêt à tout. Ils sont tous, ils cochent des cases. Il faut être pour l'Europe, pour l'euro, pour l'OTAN, pour l'Ukraine. Madame Meloni, c'est ce qu'elle a fait. Voilà. Donc, il coche les cases. Mais... Comme je l'ai dit, peut-être que maintenant, M. Bardella va devenir un Young Leader de la French American Foundation. Voilà. Et donc, ça témoigne de quoi, en fait? Ça témoigne on présente aux Français des responsables politiques qui sont des lâches et des traîtres. C'est-à-dire qu'ils ont compris que le pouvoir maintenant a été pris par une puissance étrangère, les États-Unis d'Amérique pour ne pas la nommer, même s'il faut se méfier du reste, bien sûr. Mais ça a été pris. Et donc, ils se font les larbins de la puissance colonisatrice. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a plusieurs États-Unis d'Amérique? Est-ce que le moment Trump, c'était pas aussi une opportunité, un moment bulle, où là, Trump montrait qu'on pouvait faire autre chose? Lui, critiquait l'OTAN. Il n'était pas du tout dans cette logique de faucon, de guerre permanente aux marges de l'Empire. Les Européens n'ont rien fait pour en profiter. Est-ce que ça ne peut pas arriver à nouveau? Parce que du côté des Américains, ça commence aussi à se poser des questions sur les milliards déversés en Ukraine, sur la politique de Joe Biden. Et quand on voit l'état du président américain, beaucoup d'électeurs américains se demandent qui gouverne. Donc est-ce qu'il n'y a pas là aussi peut-être une opportunité de voir les choses changer dans les années qui viennent avec des États-Unis qui ne seraient pas ceux actuellement de ces faucons inféodés aux industries militaires? Alors, vous avez vraiment raison, je pense, effectivement, de nuancer l'analyse. Parce que quand on dit les Américains, évidemment, on parle des gens qui sont au pouvoir, les cercles du pouvoir. Bon, les Américains, les États-Unis ont beaucoup changé, d'ailleurs. Parce que je rappelle que Seymour Hersh était une gloire du journalisme américain. Et que le prix Pulitzer qu'il y a eu en 71 ou 72, qui était afférent aux révélations qu'il avait faites en 68 ou 70 sur le massacre de My Lai du 16 mars 68 à My Lai, ces révélations ont changé la guerre du Vietnam. Parce que la presse américaine appliquait la fameuse charte de Munich de 1971, et donc la presse était un vrai contre-pouvoir. Et donc la presse s'était emparée de ces marches. Ce qui est nouveau, c'est que la presse a été mise au pas, aux États-Unis comme en France. Donc vous avez raison de voir que... alors Trump, il a d'immenses défauts, mais on a bien compris le fait que tous les jours que Dieu faisait, il était attaqué par la presse, non seulement américaine, mais plus encore française. On a présenté Trump comme une espèce d'abomination de la désolation, alors que si on regarde les choses avec sang-froid, c'est quand même le seul président des États-Unis depuis je ne sais pas combien de temps qui n'a pas déclaré de guerre et qui en a arrêté, a fait revenir les soldats d'Afghanistan. C'est quand même un type qui a essayé de tendre la main à la Corée du Nord. Enfin, c'est quelqu'un qui n'est pas sans courage. Il a été traîné dans la boue. Il y a eu cette affaire qui, d'ailleurs, ces jours-ci, trouve son épilogue parce qu'on l'a soupçonné d'avoir une collusion avec Poutine, d'être un agent russe. C'est dégueulasse. Ce sont des procédés fascisants et qui sont en fait une émanation des néoconservateurs américains et des démocrates américains. Actuellement... Avec un système médiatique aussi qui manie la censure et la propagande. Voilà. Parce que le rachat de Twitter par Elon Musk a montré dans les Twitter Files la façon dont l'affaire d'ordinateur portable de Hunter Biden, le fils de Joe Biden, qui montrait toute la corruption, y compris en Ukraine, par la famille Biden, a été étouffée en pleine campagne présidentielle. Et ça continue. Enfin, on a des affaires avec Fauci également, dans le cadre des commandes de vaccins.
vaccin. Enfin, il y a une presse tout aussi dysfonctionnelle aux États-Unis qu'en France. Absolument. Et donc l'enjeu du monde qui est le nôtre, c'est est-ce que les Français, je parle de la France, mais est-ce que les Américains, est-ce que les Italiens, etc., vont baisser la tête, vont accepter cette société qui leur est imposée, ou bien est-ce qu'ils vont se rebeller à un moment ou à un autre? Alors, deux choses à préciser. D'abord, ça n'est même plus une dictature. On est de plus en plus vers une société totalitaire. C'est quoi la différence? Une dictature, c'est quelqu'un qui empêche les gens de voter, de s'exprimer, etc. Mais bon, que les gens grognent dans leur coin, finalement, on s'en fiche. Et là, on passe à un nouveau stade, c'est de société totalitaire. Une société totalitaire, c'est qu'elle exige que les gens pensent quelque chose. Il faut adopter un narratif. C'est-à-dire que, par exemple, sur l'affaire ukrainienne, vous êtes sommé de dire que Zelensky, c'est quasiment la Sainte Vierge, alors que le mec est corrompu jusqu'à l'os, le régime, c'est un régime qui grouille de néo-nazis, de corruption. C'était le pays le plus corrompu du monde. Juste avant la guerre. Juste avant la guerre. Mais maintenant, vous êtes obligé de le considérer comme quelqu'un d'absolument extraordinaire. Vous êtes obligé de considérer Poutine comme l'abomination de la désolation, de croire que c'est un nouvel Hitler, au mépris de l'histoire, de la géopolitique, des intérêts bien compris des uns et des autres. On raconte un narratif, et si d'aventure vous n'êtes pas d'accord, moi par exemple j'ai fait une vidéo, on a dépassé plus d'1 300 000 vues sur l'histoire de la Russie, de l'Ukraine, etc. À ce moment-là, le seul argument, enfin il y en a deux, c'est que moi on m'interdit de parler dans les grands médias, et par ailleurs je vois des trolls qui disent « Alors il fait beau à Moscou, est-ce que vous avez bien reçu vos valises de Poutine ?» etc. Voilà. C'est le seul argument, qui est un argument qui montre la vacuité des gens qu'on a en face de nous, et aussi de leur saloperie, passez-moi l'expression. C'est-à-dire qu'ils vous incriminent, ils vous mettent des casseroles qui n'existent pas, parce qu'ils ne peuvent pas argumenter. Et donc ça c'est très important, c'est que maintenant on n'est plus... on n'a plus le droit de ne pas être d'accord. Ça, c'est très, très important. Et c'est d'ailleurs aussi dans les termes sociétaux. On l'a vu, ça, par exemple, sur cette affaire qui, en ce moment, défraye la chronique, sur, par exemple, le fait que les joueurs de foot doivent porter un truc LGBT. Je crois que dans la société d'aujourd'hui, en 2023, tout le monde est bien d'accord sur le fait que les gens, ils ont leur vie privée, que tout le monde, c'est normal. Bon. Mais c'est autre chose que de transformer les gens en porte-parole d'une cause particulière qui, derrière ça, d'abord, qui peut violer les consciences quand même. Ça a été souligné, les joueurs de foot en question, ce sont des musulmans. Pourquoi est-ce qu'on violerait les consciences des gens en leur forçant, contre leur gré, à porter des choses qu'ils ne veulent pas? Moi, je suis assez choqué. Autant, il y a des lois en France, il faut faire respecter les lois. Donc maintenant, on n'en est plus aux années 50 ou 60. Tout le monde est bien conscient que les gens ont leur vie privée, que l'orientation sexuelle ne se choisit pas, etc., etc. Et donc, il y a des mesures considérables qui ont été faites pour lutter contre ça. Mais c'en est autre chose que d'aller là-dedans, parce que en imposant ça, on impose aussi, pas seulement en matière sociétale, mais tout peut défouler. Après ça, il va y avoir aussi... Vous allez être sommé, par exemple, d'être en faveur de la GPA, de la PMA, puis après vous allez être sommé, comme on est déjà sommé, de soutenir l'Ukraine, et puis vous êtes sommé de croire dans le narratif de Pfizer pour les injections, et puis vous allez être sommé d'être en faveur de la réforme des retraites, etc. C'est-à-dire que progressivement, c'est comme une espèce de tache d'huile qui se répand de totalitarisme, où le simple fait de poser une question... vaut déjà condamnation. C'est pas nouveau. Il y avait un terme pour ça, c'était la pensée unique. C'est pas vraiment nouveau, sauf que ça a pris des proportions, je pense, de propagande beaucoup plus larges. Qu'est-ce que vous pensez de l'obligation du drapeau européen sur les mairies? C'est un scandale. C'est un scandale parce que justement, lorsque les Français ont rejeté la Constitution européenne en 2005, Sarkozy a dit qu'on allait faire un mini-traité. Vous vous rappelez, en fait, ça a été deux traités différents, le TU et le TFU. Le traité de l'Union européenne, TUE, et le TFUE, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que j'appelle donc le TU et le TFU. Et donc, et parmi les concessions qui avaient été faites au peuple français, il y avait le fait que la France
considérait que ne ratifiait pas l'idée du drapeau européen. Alors, d'ailleurs, au passage, il y a toute une histoire sur ce drapeau européen qui a été créé dans les années 1954-55, et qui a d'ailleurs été adopté d'abord par le Conseil de l'Europe, et qui, en fait, est un drapeau crypto-marial, c'est un drapeau crypto-religieux. C'est le chapitre 15, je crois, de l'Apocalypse de Jean, avec la dame qui arrive avec les 12 étoiles d'or autour de la tête. C'est dans l'Apocalypse. Apocalypse, je rappelle que ça veut dire la révélation. Et donc, c'est l'apparition de la Sainte Vierge. Donc, c'est un drapeau religieux. C'est un drapeau religieux, j'insiste, je le dis et le redis, c'est un drapeau religieux. L'autre jour, j'étais chez André Berkoff sur Sud Radio. C'est la première fois depuis... peut-être que l'Hirondelle annonce peut-être le printemps. C'est la première fois depuis des mois et des mois et des mois que j'étais invité sur une radio mainstream. Mais André Berkoff est quand même un cas particulier dans le monde des médias. Et je rappelais à l'occasion de la Journée de l'Europe que le diocèse de Metz a publié sur son site une neuvaine, c'est-à-dire 9 prières pendant 9 jours d'affilée, pour prier pour la glorification en termes religieux de Robert Schuman, qui a déjà atteint le stade de vénérable. Donc il fait déjà l'objet d'un culte local autour de Sille-Chazelles, où il est enterré. Vous trouverez d'ailleurs sur Internet des photos où on voit par exemple Madame Nadine Morano qui se recueille devant, c'est même une vidéo, qui se recueille sur la tombe de Robert Schuman à Sille-Chazelles. Et puis maintenant, il y a un procès en béatification pour qu'il devienne bien heureux. Donc il faut trouver un miracle. Et donc actuellement, le procès est en cours à la Congrégation pour la cause des saints au Vatican. Et donc, ces neuvaines sont faites pour prier sur l'extraordinaire bénéfice de la déclaration du 9 mai 1950, pour créer une zone de paix, pour aller vers une unification planétaire et mondiale. Voilà, c'est officiellement la doctrine de l'Église. Et lorsque monsieur Robert Schuman, on ne dit pas monsieur pour quelqu'un de mort. Lorsque Robert Schuman on aura trouvé le miracle, à ce moment-là, il faudra trouver un deuxième miracle pour qu'il passe du stade. Il aurait fait des miracles alors. Donc. Voilà, il faut le trouver. D'accord. Donc il y a même, si vous allez sur les sites en question, il y a même, si vous avez été par exemple l'objet d'un miracle, parce que vous avez prié pour Robert Schuman, vous pouvez déclarer ça va être un miracle et ça sera examiné. Peut-être la courbe de l'inflation, peut-être chaque jour, Christine Lagarde prie-t-elle le soir. On en est là. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'un des sous-bassements de la construction européenne, c'est l'Église catholique. L'autre sous-bassement, c'est les États-Unis d'Amérique. Et que l'Église de Pie XII et les États-Unis de Truman et d'Eisenhower faisaient cause commune contre l'URSS. Mais à partir du moment où il n'y a plus l'URSS, à partir du moment où l'Église catholique n'est plus que l'ombre de ce qu'elle fut en termes d'influence, et que les États-Unis d'Amérique, à partir des années 74 et de la fin des accords de Bretton Woods, ont pu faire tourner à plein la machine du dollar pour mettre la main, on a eu les deux puissances d'influence. L'Église catholique, en fait, a décroché, alors que les États-Unis sont devenus une espèce d'hyperpuissance. Voilà. Et donc, eux, maintenant, ont fait de la construction européenne une structure avec des valeurs qui n'ont plus rien à voir avec les valeurs européennes. Quand je vois des discours comme Macron, il parle de souveraineté européenne, quand il dit ce sont nos valeurs, mais c'est quoi les valeurs européennes, en fait ? Là, on touche du doigt un vrai... Si vous voulez, vous avez d'un côté les identitaires, vous avez d'un côté Viktor Orban, Marion Maréchal, Damien Rieu, tous ces gens-là qui, en fait, sont pour une Europe, lâchons le mot, une Europe chrétienne, quasiment une Europe blanche, mais ils ne le disent pas trop, mais enfin chrétienne, anti-musulmane, etc. Ce qui était en fait le projet de Pie XII, c'était de créer une nouvelle chrétienté. Alors, aujourd'hui, c'est présenté comme l'abomination de la désolation, des identitaires, l'extrême droite, mais c'était l'Europe des pères fondateurs. Paul-Henri Spaak, Alcide de Gasperi, Jean Monnet, Robert Schuman, Adenauer, tout ça, c'était des chrétiens démocrates, qui avaient donc la revue Esprit, Emmanuel Mounier. Donc tous ces gens-là voulaient une Europe chrétienne, une espèce de nouvelle chrétienté, qui, comme Léon III
couronnant Charlemagne en 800, se partageaient le pouvoir. À Charlemagne, le pouvoir temporel, à Léon III, le pouvoir spirituel. On pourrait dire à notre époque, eh bien, aux dirigeants nationaux, le pouvoir temporel, et à une commission européenne, avec le drapeau bleu aux étoiles d'or, le pouvoir spirituel. Mais maintenant, tout ceci, en fait, est tombé en désuétude, puisque les valeurs qui sont celles promues par la Commission européenne sont les valeurs venues d'outre-Atlantique. La woke culture, LGBT, le mariage pour tous, la promotion on finance des frères musulmans, etc. C'est-à-dire que, excusez-moi, mais là-dedans, Robert Schuman, assis chez Hazel, il doit faire des tonneaux dans sa tombe. C'est-à-dire que c'est le contraire de ce qu'était la construction européenne. Et les valeurs européennes, on ne sait pas ce que c'est, en définitive. Ce que soulève cette affaire de drapeau bleu aux étoiles d'or est en fait assez malsain. C'est qu'on veut... Il y a des arrière-pensées derrière tout ça qui ne sont pas bien. Il y a un drapeau de la France, c'est le drapeau bleu, blanc, rouge. Il est marqué dans la Constitution, c'est le seul drapeau. Voilà. Donc je suis totalement opposé à ce qu'on mette du drapeau bleu aux étoiles d'or, comme d'ailleurs, je vais vous avouer que je ne suis pas favorable non plus à ce qu'on affiche les régions que l'on met aussi sur les... Parce que tout ça, ce sont des ferments de division nationale. Et il y a un projet que j'ai 1000 fois explicité, c'est qu'au bout du compte, les partisans de cette Europe fédérale sous domination américaine, rien ne leur ferait plus plaisir que de démantibuler les grands États-nations comme la France, comme l'Angleterre. D'où le projet des super-régions aussi. Voilà, qui pourraient s'opposer à la domination américaine. Vous savez, lorsque vous avez un Jean-Guy Talamone qui dit « Je verrai de mon vivant une Corse indépendante dans le cadre de l'Union européenne », vous croyez qu'une Corse indépendante arriverait à tenir mieux la tête aux États-Unis que la France? La réponse est non. Ça me fait penser que... Je voudrais dire quelque chose en revenant sur votre question de tout à l'heure. Les États-Unis ont-ils gagné? Je dis qu'ils ont provisoirement gagné, mais l'histoire, c'est un éternel recommencement. Et en fait on voit c'est plus que des prémices. Ce sont il y a tous les gens qui font un peu de futurologie. Moi, j'avais donné des cours de futurologie à l'École supérieure de commerce de Paris il y a un certain nombre d'années. J'avais m'étais pas mal documenté sur Il y a pour les futurologues, c'est un peu une science molle, bon. Mais on peut essayer de... Il y a des disciplines qui permettent un peu de prévoir l'avenir. La principale, c'est la démographie. C'est une science dure qui permet, avec des hypothèses, de voir ce que peut être la démographie ou l'économie, de voir comment peut évoluer une société. Et puis, il y a d'autres mécanismes, par exemple, essayer de repérer ce que l'on appelle les faits porteurs d'avenir. Il y a actuellement des faits porteurs d'avenir dans le monde. La dédollarisation en cours, c'est quand même tout à fait nouveau. Le basculement démographique, c'est-à-dire que le monde occidental, au sens large, Amérique du Nord plus Europe, et même en y ajoutant la Russie, est en déclin démographique rapide. Voilà, par rapport à la montée en puissance de l'Asie et de l'Afrique, notamment, tout à fait spectaculaire. Donc, on voit bien que les grands équilibres au niveau mondial évoluent au détriment du monde occidental. Et le monde occidental, c'est une énorme erreur, mais vraiment, c'est le plus tragique, je pense, c'est une énorme erreur que la France soit dans cette Union européenne qui nous place sous cette espèce d'empire américain, d'empire OCDE, etc. C'est une énorme erreur parce que nous faisons alliance avec une grande puissance en déclin et qui n'a pas fait son travail de deuil, pour parler comme un psychanalyste, de l'idée de dominer le monde. Il faudrait que les États-Unis arrêtent, et les Occidentaux arrêtent de vouloir dominer la planète, de vouloir imposer à tous les peuples leur mode de vie, leurs valeurs, leurs trucs, qui d'ailleurs, les valeurs sont extrêmement changeantes. Je pense souvent à une zone du monde que je connais assez bien, qui est le Pacifique Sud. Pacifique Sud, des petites sociétés insulaires, fragiles, en fait, avec quelques dizaines de milliers d'habitants, centaines de milliers d'habitants. Lorsque les Occidentaux sont arrivés au XVIIIe siècle avec le capitaine Cook, puis avec Bougainville, puis ça a commencé par le capitaine Wallis à Tahiti, ils ont découvert des sociétés à l'état de nature. Alors ça a fait fantasmer les philosophes, c'était le bon sauvage, il y a eu le supplément au voyage de Bougainville, etc. Vous connaissez tout ça.
Donc ça, c'est les Lumières, les philosophes des Lumières qui découvrent les sociétés de nature avec du rousseauisme derrière. Mais passé ce stade où on voit des gens qui sont nus, enfin, ou à peu près, qui vivent à l'état de nature, comme on disait au XVIIIe siècle, on voit arriver, tout début 19e, des sociétés évangéliques, notamment la société missionnaire de Londres, London Missionary Society, qui va donner d'ailleurs son nom aux îles de la Société en Polynésie, et qui va bâcher, comme on dit maintenant, qui va imposer notamment aux vaïnés d'être habillés. Alors, les fameuses robes mission qui commencent au col, qui vont jusqu'aux pieds. C'est pas très loin finalement de la burqa. Donc on met ça partout, en Papouasie, Nouvelle-Guinée, au Samoa, etc. Et le monde occidental, après il y a les missions catholiques qui vont faire la guerre aux missions protestantes, donc la colonisation du Pacifique Sud va se passer comme ça. Et donc on impose aux populations de renier complètement leurs anciens dieux. À Tahiti, c'est répertorié, c'est en quelques mois que ça s'est fait, justement. Et donc, on impose la loi de l'Évangile. C'est d'ailleurs ce que disait Victor Hugo en 1849. Dans son discours, il parlait des États-Unis d'Europe. Les États-Unis d'Europe devaient tendre la main aux États-Unis d'Amérique pour imposer la loi de l'Évangile, c'est le terme qu'il utilise, dans les autres parties du monde, notamment en Afrique, mais aussi en Océanie, etc., pour donc y faire des colonies. C'était le discours. Et aujourd'hui, vous avez les mêmes Occidentaux qui viennent dans ces pays qui ont été évangélisés par les Occidentaux et qui leur donnent des leçons de morale sur le thème « Non, il faut se foutre à poil sur les plages, il faut... » Enfin, j'exagère à peine. Ouais. Il faut maintenant, le mariage gay, etc. Ce qui fait que ces populations, par exemple en Afrique, il y a des pays qui ont été évangélisés. Il y a une église catholique, même s'il y a aussi des églises évangéliques qui se développent beaucoup en Afrique. Il y a une église en Côte d'Ivoire, par exemple, etc., ou dans un certain nombre des églises protestantes, qui n'en reviennent pas, qui se disent, mais finalement, les Blancs, ils veulent toujours nous imposer des valeurs qui nous heurtent, et puis une fois qu'on a adopté, un siècle après, il faut changer, il faut prendre le contraire. Donc voilà, je fais cette petite aparté culturelle, mais je crois que c'est intéressant, parce que ce que je trouve moche dans la société française, dans les dirigeants politiques français, c'est que je suis, honnêtement, je pense que je suis le seul responsable politique à avoir une extraordinaire expérience internationale, à avoir tout roulé ma bosse dans de très nombreux pays du monde, avoir compris les spécificités des peuples et des nations, et donc à avoir, je pense, cette ouverture d'esprit et cette humilité que les Occidentaux devraient quand même aussi avoir. C'est comme lorsque je vois qu'on donne des leçons de droits de l'homme aux Chinois. Bon, déjà, il faudrait que les Français, les dirigeants français, sachent les horreurs que les Français et les Britanniques ont fait en 1860 notamment, et dans les années ultérieures en Chine. C'est comme si aujourd'hui l'Allemagne donnait des leçons de droits de l'homme à Israël. Bon, et qu'il y a des problèmes en Israël, bien sûr, avec les territoires occupés. Mais les Allemands, bon, il faut qu'ils soient décents, ils n'ont pas de leçons à donner à Israël. De la même façon, la France devrait quand même arrêter de donner des leçons de droits de l'homme à des pays. Nous n'en sommes pas responsables, c'est l'histoire. Mais voilà, il y a une décence à avoir. Il faut que les Occidentaux baissent de quelques octaves leurs prétentions. Voilà. Et je pense que ce faisant, notamment la France pourrait retrouver une audience mondiale formidable. Parce que la France, c'est le pays de la raison, normalement. C'est le pays de la modération, de la nuance. Je vois tout ce que je dis, je pense, du fond du cœur, je parle avec mon âme et conscience, ma réflexion, avec bienveillance, avec une bonne connaissance des pays étrangers. On a énormément de succès, nos vidéos, notamment dans les pays francophones, et notamment au Maghreb et en Afrique. Et c'est pas que je dis les choses telles qu'elles doivent être. Et je crois que c'est cette honnêteté foncière qui est appréciée. Alors que les Français, et a fortiori les peuples francophones, quand ils écoutent la télé française, de l'extrême droite à l'extrême gauche, on voit défiler des gens qui parlent, et on a l'impression qu'ils récitent des fiches McKinsey ou de chez Mimi Marchand. Ils ne croient pas un mot à ce qu'ils profèrent. C'est affreux. Et on a l'impression qu'ils ne raisonnent pas par eux-mêmes. Ça ne fait pas partie aussi d'un processus d'acculturation,
de faire en sorte qu'on oublie finalement que la France est le pays de la Déclaration des droits de l'homme, pays des libertés, qu'on a été non aligné pendant des années. Est-ce que tout ça, ça part pas très vite finalement avec cette propagande quotidienne ? C'est un des grands enjeux du monde d'aujourd'hui. Alors, on peut être à la fois pessimiste. Moi, j'essaie d'être optimiste. Pessimisme, c'est que le poids de l'Église s'est effondré. Donc, sous un certain jour, moi, je ne suis pas du tout bigot. Hein, mais il y avait une tradition, des références. Par exemple, le rapport à la vérité, je pense qu'on est... lorsque Poutine parle de l'Occident comme de l'empire du mensonge... on baigne dans un mensonge permanent. Enfin, je pense que c'était pas merveilleux, mais dans les années 60, lorsque De Gaulle parlait, en gros, même s'il avait fait des mensonges, comme tous les dirigeants politiques, en gros, voilà, c'était quand même conforme à la vérité. Moi, quand j'écoute Macron, d'ailleurs je ne l'écoute plus, plus personne ne peut l'écouter, parce qu'il dit... C'est un torrent de contre-vérité. Mais c'est quelque chose... Quand il dit justement que lui dit toujours la vérité, enfin, tout le monde sait que c'est faux. Donc le mépris, c'est mentir aux gens. Oui, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc là, par exemple, je pense que ce rapport avec les valeurs transcendantes, c'est quand même inquiétant. Le rapport avec l'histoire aussi. C'est-à-dire que la désintégration de l'apprentissage, la désintégration de l'école de façon générale, et de l'histoire et du français en particulier, le fait que de ne plus apprendre aux enfants le sens du raisonnement, le sens de la nuance, le sens de bâtir par exemple une dissertation où on a un raisonnement qui se tient, d'avoir une culture comme ça, un petit peu de zapping permanent, sans queue ni tête, et avec cette espèce de pression que j'en parlais tout à l'heure, de nature totalitaire, c'est-à-dire qu'il faut dire ce qu'on a écouté à la radio et à la télé, sinon on va se rire de moi. Je vois des trolls qui répètent comme si c'était d'eux. Ils répètent ce qu'on entend constamment à la télé, par exemple sur les injections Pfizer ou sur l'Ukraine. C'est pathétique. Ils répètent ce qu'ils ont entendu à la radio et à la télé en boucle, et ils pensent que c'est d'eux que ça sort. C'est affreux. Ça, c'est des éléments négatifs. Et puis, il y a des éléments positifs. Il faut croire en l'homme avec un grand M, c'est-à-dire qu'il y a quand même une soif de l'être humain dans toutes les civilisations, à toutes les époques, qui est une soif de vérité. Il y a ce très beau proverbe égyptien que je cite souvent, c'est le principal atout de la vérité, c'est qu'elle dure, c'est que les mensonges des européistes s'effondrent, les mensonges de Macron s'effondrent, tout s'effondre en fait. En revanche, la vérité, elle dure. Moi, sans vouloir me parer des plumes du paon, que les gens regardent ce que j'ai publié depuis 16 ans, qu'on a toujours laissé en ligne. Depuis 16 ans, mes analyses, non seulement n'ont pas pris une ride, mais se sont révélées de plus en plus pertinentes. Et donc, il faut comparer à ce qu'ont pu dire des quantités d'autres acteurs politiques sur les évolutions du monde. Donc, il y a la vérité, il y a la soif de liberté, il y a aussi quelque chose d'important, c'est que les valeurs d'un pays, elles sortent d'un peu partout. D'une réunion de famille, de conversations avec le grand-père, la grand-mère, des fêtes, du monument aux morts, de réflexes spontanés. Et les gens, même les populations venues immigrées en France, il y en a évidemment, il y a un phénomène de ghettoisation et de revendication identitaire auquel il faut faire attention, mais savoir aussi qui finance. Dans le 93, vous avez certaines forces, notamment le Qatar et les États-Unis qui sont derrière. Voilà, qui sont derrière. Parce que je pense que ce qui manque en fait aux populations immigrées, c'est un État, une République française fière d'elle-même et de son message au monde. Et il y a aussi beaucoup de Français d'origine immigrée qui, en réalité, sans perdre leur religion d'origine nécessairement, ils peuvent très bien la garder, mais qui, en fait,
épousent les valeurs françaises, deviennent cette espèce de légèreté française, de respect d'autrui, de respect de la vie privée d'autrui, de critique contre le pouvoir, de solidarité au niveau de la base. Donc, moi, je vois en tout cas que dans notre mouvement politique, c'est pas un truc de vieille barbe. Hein. Je suis souvent, comme je dis, je suis peut-être pas le plus âgé du parti. Il y en a quand même des personnes plus âgées que moi, heureusement. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes et vraiment beaucoup de Français d'origine et d'ailleurs des étrangers aussi qui sont venus de partout, mais qui se reconnaissent dans ce discours universaliste à la française. Voilà. Alors, entre les deux, qu'est-ce qui va gagner ? Ce que je pense en tout cas, c'est que je crois que c'est Confucius qui avait dit « Qui veut changer le monde, je le vois, n'y parviendra pas ». Moins 500 avant Jésus-Christ. Les États-Unis d'Amérique, en voulant imposer le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire les fantasmes de Schwab, les fantasmes du World Economic Forum, en faisant l'impasse sur les peuples et les nations, quand on dit dans la Bible, en voulant avoir une espèce d'universalisme mondial sous leur houlette, sont en train de perdre la partie. Il suffit de voir le développement des BRICS, par exemple, le développement de tous ces pays qui se reconnaissent bien davantage dans le message de Moscou, de Pékin, de New Delhi, d'Ankara, que dans le message de Washington et de Bruxelles. Voilà, c'est ça la vérité. Et donc, je pense que la France aurait vraiment intérêt à se soustraire à ça pour porter le message de Paris, qui est un message qui s'adresse à l'universel et qui est un message de respect de la liberté des peuples et des nations. Ce que faisait De Gaulle exactement. Et rappelons que la France est quand même un pays amoureux des libertés qui sont bien mal en point en ce moment. Alors ça, c'est un vrai sujet. Ces jours-ci, on voit qu'il y a eu un référé qui a été posé au tribunal administratif de Lille, où il a été avéré maintenant que vous avez des services de police qui tiennent des fichiers des manifestants avec leurs opinions politiques. De manière illégale. De manière totalement illégale. Je vois actuellement, il y a un grand débat aussi sur est-ce qu'il va y avoir ou non le vote de la loi proposée par le groupe Lyotte pour abroger la loi sur les retraites. Donc le débat aura lieu le 8 juin prochain. Je vois que c'est la panique chez Macron, et parce qu'ils savent qu'il y a une majorité relative de députés qui vont la voter, et une minorité relative qui vont voter contre, parce qu'il y a aussi des députés courageux mais pas téméraires qui ne vont pas voter. Et c'est la grande différence entre ce scrutin et celui de la motion de censure, puisque la motion de censure, il faut qu'il y ait la majorité des inscrits qui votent pour. Voilà. Alors que là, il suffit d'une majorité relative. Si vous n'avez pas... Alors, il y a beaucoup de députés qui n'ont pas forcément envie, vis-à-vis de leurs électeurs, comme apparaissant comme ayant refusé ça. Donc, Macron a compris que, en fait, si les choses vont comme elles vont, une majorité des députés va voter l'abrogation de sa loi. Donc actuellement, ils sont en train d'essayer de trouver tous les artifices. Et donc le principal, c'est celui de l'article 40 de la Constitution, où une proposition de loi ne peut pas être faite si ça a pour conséquence d'augmenter les dépenses ou de diminuer les recettes. C'est ce qu'on appelle l'irrecevabilité financière. Sauf que il s'agit d'abord d'un sujet absolument majeur porté par l'ensemble de la population française. Sauf que d'ailleurs, il paraît qu'il y a des quantités d'exemples où cet article 40 n'a pas été appliqué. Et sauf que Macron, le premier, piétine les uns après les autres d'autres articles de la Constitution. À commencer, vous en avez glissé un mot tout à l'heure, l'article 35 de la Constitution, qui normalement devrait faire obligation au gouvernement et à l'exécutif de demander l'autorisation des députés de poursuivre notre engagement militaire en Ukraine. Au bout de 4 mois, il n'y a toujours eu aucun débat et aucun vote sur cette affaire qui risque de nous mener à une guerre nucléaire. Bon, les risques sont relativement encore circonscrits, mais on n'en sait rien. J'observe d'ailleurs au passage qu'en matière de liberté de la presse, il y a eu deux explications énormes qui ont eu lieu il y a quelques jours dans un village, une ville qui s'appelle Khmelnytsky, je ne prononce peut-être pas très bien, au centre de l'Ukraine,
tout près de la ville de Pereyoslav, où le fameux traité, le traité de 1654, où la partie à l'est du Dniepr et la ville de Kiev ont été rattachées à l'empire des Tsars. Donc on est à peu près au centre de l'Ukraine. Il y a eu des explosions énormes que j'ai mis sur mon compte Twitter, avec un champignon, on dirait presque un champignon nucléaire, etc. Bon. Écoutez, ça fait 3 jours. Pas un mot, ouais. Il y a eu TF1 qui a fait un truc et rien d'autre. C'est incroyable. Alors qu'il semble, non pas que ce soit des missiles, enfin certains disent est-ce que ça serait des mini-nukes, des petites bombes nucléaires de tactique comme les soviétiques, comme les Russes, en possèdent. Il semble que non, parce que l'évolution de la radiation est trop faible. Il y a une augmentation des radiations, ça se mesure en nanosieverts par heure, mais il y a une augmentation assez substantielle de 50%. Et donc il semble que c'est un arsenal de munitions à uranium appauvri venu du Royaume-Uni que les Russes ont détruit, avec des quantités, pareil, qu'il y aurait pour 300 millions d'euros de munitions qui seraient parties en fumée. Ouais. Pas un mot dans l'ensemble de la presse française, à l'exception de TF1 qui a consacré un petit truc et c'est terminé. C'est l'état dans lequel on est de désinformation, d'informations relatives, on va dire. Et c'est vrai que c'est pour moi important de pouvoir vous inviter, de parler, de montrer aussi, parce que ce qui est étonnant, c'est de voir à la fois les vues, l'écho qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, qui sont là encore des espaces de liberté tout circonscrits et parfois relatives, et les résultats que vous faites dans les urnes. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas eu les 500 signatures la dernière fois pour l'élection présidentielle ? Alors, vous avez raison, mais il y a quelque chose que je voudrais dire, c'est que j'ai la faiblesse de penser que maintenant je ferai un score nettement meilleur. Pour des raisons simples, par exemple en 2017, je ne m'occupais pas de mon compte Twitter, donc j'avais quasiment pas de compte Twitter, ce qui est quand même. Alors maintenant on a un compte Twitter qui est un des plus actifs de tous les comptes Twitter politiques en France. À l'époque, je faisais des vidéos, on était content quand on faisait 30 à 40 000 vues. Maintenant, j'allais dire, quand on fait 300 à 400 000 vues, c'est quasiment la moyenne, c'est-à-dire 10 fois plus. Et j'ai fait des vidéos qui ont dépassé 1 million de vues, 1,3 million, 1,2 million de vues. Je le constate aussi au jour le jour, quand je me promène, pas seulement dans Paris, mais en dehors de Paris. Ma notoriété personnelle, il y a énormément de gens qui m'abordent dans la rue, qui me disent... C'est toujours gentil, d'ailleurs. Alors, il y a parfois des gens dont je vois dans le regard qui me connaissent et qui ne m'apprécient pas, mais eux, ils ne viennent pas me voir. Ils n'ont pas envie de lever la main sur moi, si vous voulez. C'est que nous ne suscitons pas une adversion. Il y a des gens, simplement, qui n'apprécient pas forcément ce que je dis. Mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent me voir. Donc, je pense que la notoriété est en progression. Ce qui est la clé. Parce qu'il faut bien comprendre que les scores modestes que nous faisons, c'est votre question, que nous faisions, sont directement corrélés à la notoriété ou pas de notoriété. Par exemple, en 2017, Macron, il y avait 47 millions d'électeurs. Il y en a 46 millions qui le connaissaient. Et encore, pour ne pas dire, parce qu'il y a toujours des personnes en fin de vie, des personnes qui n'ont pas toutes leurs facultés intellectuelles, ou alors des gens qui vivent à l'étranger, qui se désintéressent de ce qui se passe en France, tout en étant encore sur les listes électorales. Mais enfin, on peut dire que 97% des gens connaissaient Macron, connaissaient Madame Le Pen. Bon. Mais moi, en 2017, quand j'ai eu les parrainages, que ça est sorti, les 500 parrainages, c'était un mois avant le premier tour. Et jusque-là, j'avais quasiment été occulté par les médias. J'ai donc eu un mois pour me faire connaître, et on m'a donné royalement 0,8% du temps de parole, selon les calculs CSA, quand Macron avait 25%. C'est ça. Ce qui fait que lorsque je suis arrivé au soir du premier tour, alors je vais vous dire, on a été déçus. Moi, j'espérais faire dans les 3%, j'ai fait 0,92%. Donc il y a des gens qui ont dit vous êtes nuls, voilà, vous avez un charisme d'huître, etc. Il y a un certain nombre de gens qui m'ont quitté, qui ont créé d'ailleurs leurs officines. Et puis on a vu que ils ont disparu eux-mêmes de la circulation. La question, c'est que
quand je suis arrivé au premier tour, en fait, il devait y avoir, je ne sais pas, des gens qui me connaissaient, qui savaient qui j'étais, qui savaient ce que je disais, quelles étaient mes analyses et mon programme. Pas beaucoup, hein. Peut-être 1 million. Je ne sais pas. C'est pas extraordinaire, hein. C'était... et encore. Or, j'ai eu 330 000 voix. Donc ça veut dire que parmi les gens qui avaient fait attention à ma candidature, 0,8% du temps de parole. Il y en avait peut-être 1 million qui avaient porté un petit peu attention, et sur ce million, il y en a 300. Ça veut dire que j'avais convaincu un tiers des gens qui me connaissaient. Alors que Macron, lui, avait 47 millions de gens qui le connaissaient. Et là-dessus, il a eu, je ne sais plus combien, il a peut-être eu 22%, quelque chose comme ça, en premier tour de 2017. C'est-à-dire qu'il avait dû convaincre, sur les 47 millions, il avait dû convaincre peut-être 5%. Enfin, oui, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a des gens qui me disent... Bon, écoutez, vous n'intéressez personne, parce que regardez vos scores, vous devriez aller vous coucher, regardez, honte à vous. Ce qui est affreux, c'est que les gens qui me disent ça ne se rendent pas compte qu'ils embrassent les chaînes qui les lient. Parce que si j'ai fait ces scores faibles, c'est du fait du manque de notoriété. Donnons-moi, renversons, comme je l'ai dit plaisamment, donnons-moi 25% du temps de parole pendant 2 ans avant la présidentielle comme Macron, et donnons à Macron ou à son successeur 0,8% pendant le dernier mois, vous verrez les résultats. C'est pour ça que ce qui est extraordinairement important, c'est que les Français comprennent que les grands médias du système sont leurs adversaires. Ils sont des armes dans les mains de Macron et des gens qui sont derrière Macron, et dans les mains de l'oligarchie. Pourquoi est-ce que d'ailleurs vous avez des milliardaires qui mettent la main sur ces chaînes de télévision ou sur des journaux qui sont d'ailleurs à peu près tous en déficit, avec ce système français incroyable où le contribuable finance des journaux déficitaires alors qu'ils sont possédés par des milliardaires. Enfin, c'est incroyable. Oui, ça, c'est incroyable. C'est incroyable. On donne de l'argent des Français à des milliardaires. Pour la liberté de la presse. Pour la liberté de la presse. Et dans ces journaux, on insulte. Par exemple, les 330 000 personnes qui ont voté pour moi, quand ils ouvrent n'importe quel journal, on leur explique que ce sont ils appartiennent à une secte, avec un gourou complotiste, conspirationniste, un harceleur, etc. Des diffamations constantes qui pleuvent sur ma personne. Et en plus de ça, hop, on m'interdit de parler. On est dans un monde qui, franchement, ça existe dans peu de pays au monde, un tel système. C'est pour ça que je dis que l'antidote à ça, c'est qu'il faut vraiment écouter le moins possible la télévision. D'ailleurs, on a fait des enquêtes. Parmi les adhérents du PR, il y a un nombre très important de gens qui n'ont plus de télé, hein, et qui vont se renseigner sur Internet, sur Twitter, sur les... Vous êtes d'ailleurs cité régulièrement, pas que vous, mais vous faites partie de ces gens, parce qu'il y a des gens qui me disent « Oui, mais on trouve tout sur Internet, c'est n'importe quoi ». Je dis « Oui, c'est exact, mais on ne trouve rien sur la télé. Hein. » Donc, ce qu'il faut, c'est faire preuve de discernement. Il y a des vecteurs, il y a des médias où il y a quand même des youtubeurs qui ont du succès, parce que, d'abord, ils laissent s'exprimer leurs interlocuteurs, comme vous avez l'amabilité de le faire avec moi. Et ça plaît beaucoup aux gens, parce que les gens, ils aiment essayer de voir ce que quelqu'un a dans le... Hein, on ouvre le capot, on regarde le moteur. C'est de la pensée, quoi. Voilà. J'ai fait une vidéo là, avec le youtubeur Greg Tabibian, et c'était lui qui m'avait proposé, enfin c'est apparu comme ça, c'était pas prévu au départ, et donc on a fait une interview qui a duré 5h40. Alors je lui ai dit, quand même, ça a parlé beaucoup. Et puis il m'a dit, je lui ai dit, vous devriez peut-être le couper en 2 ou 3. Il m'a dit, non, on va faire ça d'un seul coup, ça sera une espèce de Guinness des records. Et on a un nombre de vues, on est bientôt à 750 000 vues. Et en fait, ce que les gens, je regarde les commentaires, ce que les gens ils apprécient, c'est que c'est ça qui permet de se faire une opinion sur quelqu'un. Je trouve, par exemple, que pour l'élection présidentielle, ça devrait être de salubrité publique qu'il y ait, sur les grandes chaînes de télévision, de façon obligatoire, une émission qui durera peut-être pas 5 heures, mais 3 heures ou 3 heures et demie, où vous auriez des journalistes qui feraient ce que vous faites en ce moment, ou ce que fait Tabibian, ou d'autres, hein,
Élise Blaise sur TV Liberté, également Olivier Pichon, Pierre Bergerot sur TV Liberté, Clémence Oudiakova sur Radio Courtoisie, etc. Enfin, toutes ces personnes qui... Et puis j'en oublie, donc je prie de ceux que je ne cite pas de m'excuser, mais de laisser parler les gens. Et puis de poser des questions un peu, ce qu'a fait Greg Thierry-Bibian sur qui vous êtes, ce que vous aimez dans la vie, ce que vous pensez. Il m'a fait parler sur le Japon, il m'a fait parler sur la scène politique. Parce que je vous assure que pendant 3h30, en laissant parler surtout, sans interrompre, on verrait ce qu'il y a. Si on ouvre le capot, qu'on regarde le moteur, qu'on regarde la mécanique, voir ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il a dans le bide, en fait. Édouard Philippe, par exemple. À part nous parler de son alopécie et du fait qu'il perd ses poils et qu'il perd sa pigmentation, c'est son grand truc. Mais c'est quoi son truc, en fait ? C'est quoi ses idées sur le monde, sur les civilisations, sur la France, sur l'histoire de France, sur ce qu'il faut faire pour que la France soit plus heureuse, que les Français soient plus heureux, que la France soit mieux intégrée, que l'on soit pour une œuvre de paix mondiale, etc. Il propose quoi, en fait ? Il propose quoi ? Et que vous pourriez parler comme ça, faire parler les gens. On s'apercevrait... Bon, je tape sur Édouard Philippe, parce que pour moi, c'est zéro. Mais... comment il s'appelle, Bruno Le Maire, là, bon. L'écrivain. Voilà, il faudrait que là, qu'il dilate sa pensée comme jamais, qu'on voit un petit peu ce qu'il a à dire, en fait. Vous apercevriez certainement que c'est creux, mais c'est absolument creux. Ce sont des gens qui n'ont pas d'épaisseur, qui ne font... Alors, c'est pour ça que les médias font des émissions avec des journalistes qui constamment interrompent. Vous ne pouvez pas parler plus d'une minute. Moi, je l'ai vu parce que en 45 secondes, vous ne pouvez pas bâtir un raisonnement. Donc, c'est la prime donnée au candidat qui n'a rien à dire, mais qui est gavé de formules, de punchlines qui lui ont été préparées par des éléments de langage. ADL, ouais. Voilà, c'est des éléments de langage. Et donc, je vois des gens parfois qui me disent « Ah oui, un tel ou une telle, ah oui, quand même, vraiment, quelle belle prestation, il a bien répondu ». Mais c'est pas de ça qu'il s'agit quand il s'agit d'élire un président de la République, mais ça devrait être le cas aussi pour les autres candidats. Mais disons, pour le président de la République ou la présidente de la République, il faudrait qu'il y ait, en toute connaissance de cause, que les Français puissent se faire une opinion sur une personnalité. Puis avec un journaliste, comme l'avait fait Greg Thierry-Bibian, qui essaie de me mettre en contradiction, voir comment je réponds, etc., et voir les valeurs, l'honnêteté foncière, l'honnêteté intellectuelle, notamment, de la personnalité. On aurait fait passer cette espèce de sérum de vérité à Macron pendant 3h30. Je pense que beaucoup de gens... Ça aurait été cruel. Oui, ça aurait été cruel, je pense, absolument. Merci beaucoup, François Asselineau, pour cet entretien. Merci de m'avoir laissé parler, en tout cas. Mais c'est important de parler et d'avoir le temps, justement, de dérouler le fil de la pensée, surtout sur des thématiques assez larges, comme elles sont aujourd'hui. On a encore beaucoup de sujets qu'on pourra aborder. Merci beaucoup.